on va reprendre. Je vous invite à tous revenir à vos places, s'il vous plaît. Alors le programme à venir, comme je disais, on va parler de biodiversité, de mobilité. Je vous invite gentiment à reprendre place. Alors on va reprendre. Merci à toutes et tous de vous rasseoir, de rejoindre vos places. C'est la partie un peu ingrate de l'animation de l'événement. Ça va ? Bon, alors, on ne va pas trahir les secrets de fabrication de ces événements, mais il y a souvent une discipline pour laquelle c'est plus prospectif le sujet, et peut-être que sur la biodiversité, c'est le cas. On avait envie de déjà donner un peu quelques éléments de contexte avec une présentation de Vinci Autoroute et Vinci Construction. Donc, il y a Cédric Hurtebise, qui est responsable de l'expertise environnementale à la direction technique de Vinci Autoroute, et Sofiane Hadji, qui doit être par là, qui est directeur scientifique de Six Sense Engineering. Oui, alors Maxime, je l'excuserai, Sofiane a eu un petit souci de santé là, donc il a été pris en charge juste par donc il ne pourra pas malheureusement faire sa présentation. Alors je vais essayer d'en parler au mieux, vous m'excuserez d'avance pour mes... C'est les soucis du direct. Voilà. Écoute, on souhaite un prompt rétablissement à Sofiane. Et donc, on appelle également Patrick Stella, qui a préparé sa présentation avec Erwan Persson, sur les perspectives de recherche donc de l'intelligence artificielle appliquée au domaine d'AgroParisTech, qui est le domaine de la biodiversité. Donc, Cédric, oui, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Hurtebise, je travaille chez Vinci Autoroute à la direction technique de l'infrastructure où j'ai en charge l'expertise environnementale. Donc on travaille sur différents sujets environnement, les milieux naturels, les sujets de décarbonation, de bruit, de polluants atmosphériques, et aussi un sujet important qui est le sujet de l'adaptation au changement climatique de ces infrastructures linéaires. Ce sera un peu le sujet de ma présentation. Et je suis ravi d'être avec vous pour parler un petit peu de ces échanges entre
finalement besoins de terrain, nous gestionnaires, nous utilisateurs, nos besoins, nos contraintes, et puis le monde de la recherche pour pouvoir progresser. Je vais vous parler de... Voilà, donc j'excuse à nouveau, je prie d'excuser Sofiane Hadji, qui est donc le directeur scientifique de Six Sense Engineering, et qui avait prévu dans sa présentation de vous parler un petit peu du couplage d'algorithmes de modélisation hydraulique avec des algorithmes d'entraînement basés sur la physique, et puis de projets sur lesquels on a pu travailler ensemble, et puis ensuite un projet en cours. Je vais essayer de pallier donc, et de vous donner quelques informations sur ces sujets-là. Très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, vous le voyez sur ces photos, lorsqu'on parle d'infrastructures linéaires, lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, on va parler d'aléas, il en existe plusieurs. Et parmi ces aléas, on a celui de la crue inondation, donc à la fois le ruissellement, les débordements de cours d'eau, qui est un aléa prégnant, je vais y revenir, et qui est un aléa qui vient défier la conception originelle des infrastructures de transport. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures de transport ont été construites, on va parler des autoroutes, on a une grande partie du réseau qui est assez ancien, construit et conçu dans les années 50, 60, 70, avec des règles très strictes, cahier des charges très stricts. Elles ont été construites conformément aux règles de l'époque, et notamment à la pluviométrie, aux connaissances hydrauliques de l'époque, qui ne sont pas celles que l'on peut commencer à rencontrer et celles que l'on prédit demain lorsqu'on parle notamment de trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, la fameuse TRAC. La crue inondation est prégnante, vous le voyez sur des photos, alors je vous ai illustré quelques événements. Je reviendrai sur des événements comme celui de l'A8, un événement récent, qui malheureusement a eu gros dégâts, y compris et tout d'abord humains, puisqu'il y a eu 3 victimes. Ce sont des cellules de pluie particulièrement intenses que l'on connaît bien sur le milieu méditerranéen. Et les modèles, quand on parle des modèles, on parle des modèles DRIAS, des modèles régionalisés, qui tendent à montrer qu'on tend vers des phénomènes de plus en plus intenses, c'est-à-dire des pluies avec des pics infrahoraires très marqués à l'origine de ces phénomènes de ruissellement et de débordement flash, et donc de force érosive. Alors cet exemple sur l'A8, donc dans le département du Var, il est proche des records. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que 7 mois avant, sur ce même secteur, on avait déjà eu un épisode qui, lui, avait dépassé un record. Pour donner un ordre d'idée, attention, je vais parler d'intensité flash, c'est-à-dire mesuré au temps T, on est sur du 260 mm/h, équivalent du 260 mm/h. Donc heureusement, ça ne tombe pas très longtemps, mais ce sont des intensités, ce sont des rideaux d'eau qui tombent, des phénomènes très marqués. On a ça sur le territoire, on a des évolutions, des zones comme le milieu méditerranéen, qui sont des zones qui reçoivent beaucoup de cumuls et qui tendent vers continuer à avoir des pics horaires plus marqués. Puis on a aussi d'autres territoires moins arrosés, en cumul, mais qui vont connaître une évolution quand même, des augmentations assez notables, et donc qui peuvent venir là aussi défier la conception originelle. Je vous parlerai notamment du département de l'Eure-et-Loir sur Chartres, l'autoroute A11, qui à 1 an d'intervalle a connu aussi 2 événements exceptionnels. Donc c'est pour ça que cet aléa crue inondation nous intéresse. Et puis l'importance du réseau autoroutier, vous le comprendrez, sur l'autoroute, on accueille un très fort trafic, véhicules légers, poids lourds, donc une importance très forte pour la mobilité des personnes, pour la mobilité des marchandises, pour la sécurité. On oublie aussi, mais vous avez un certain nombre d'itinéraires sur l'autoroute qui sont inscrits dans les itinéraires des plans de sécurité Orsec, parce que c'est la seule infrastructure qui permet d'acheminer en masse des moyens de secours en cas d'événement. Je vous ai mis une petite image aussi sur la 8, sur le 83, parce que ces phénomènes d'aggravation des aléas climatiques se combinent avec l'évolution de l'occupation du sol comme facteur aggravant. Ce qui fait qu'on peut retenir que sur certains secteurs du réseau, un ouvrage hydraulique dimensionné au Q100 pour écouler un débit centenal dans les années 60 ou 70 peut représenter, ce Q100 des années 60 ou 70 représente aujourd'hui que le Q50. Donc ça illustre un petit peu ce besoin.
Donc là, c'est une illustration d'une modélisation flash, je vais y revenir, sur laquelle nous avons travaillé avec, en parallèle, je vous ai mis, on est sur A7, une illustration d'une submersion de chaussée qui a provoqué une dégradation partielle, puisqu'il y a quand même une voie circulable, des conditions de trafic. Quand on parle de l'outil, ici c'est l'outil Caledonia qui avait été utilisé pour une phase de criblage rapide. Donc l'intérêt ici de ces outils, c'est de pouvoir gagner du temps sur l'intégration d'un grand nombre de scénarios climatiques. À chaque fois qu'on fait tourner des modèles, notamment hydrauliques, cela est long, donc l'IA, les solvers, la puissance de calcul doit nous permettre de gagner du temps pour pouvoir faire tourner davantage de scénarios, et les zones qui vont finalement répondre au plus grand nombre de scénarios sont celles sur lesquelles on va pouvoir se concentrer. Et tout l'enjeu pour nous qui exploitons un réseau qui est très étendu est de pouvoir cribler les zones où se concentrer ensuite en rentrant dans des études approfondies. Là, vous avez une illustration. Alors, on va voir si la vidéo... Non, la vidéo n'a pas démarré. D'une modélisation ici, conformément à la track, voilà, hop, qui montre un secteur avec... On a fait tourner un certain nombre de courbes de pluie pour identifier ça, mais un secteur qui reçoit une phase de submersion qui dure plusieurs heures et aussi des vitesses ici exprimées sur l'image centrale. Les couleurs rouges sont des vitesses qui dépassent les 4 mètres par seconde, qui sont susceptibles d'emporter le remblai autoroutier. Et puis ensuite, vous voyez aussi, on a testé des scénarios ici en phase esquisse, très en amont, de aggravation ou pas si on crée un ouvrage pour permettre à l'eau de franchir l'infrastructure. Est-ce qu'on aggrave les conditions en amont, en aval? Il en va quelque part de l'acceptabilité de certains scénarios. Donc cet outil sur lequel nous avions travaillé avec Sixsense sur cette phase de criblage avait pour but, lorsqu'on a identifié des grands secteurs, plusieurs centaines de kilomètres, sur lesquels il y aura, selon les modèles, le plus de chances d'avoir des phénomènes et une sensibilité, c'est un intrant. Ça nous a permis de gagner du temps en pouvant simuler un certain nombre de courbes de pluie, de scénarios météo de pluie. Ça nous a donc permis d'apprendre, de localiser ces secteurs. Et maintenant, au moment où je vous parle, on est rentré dans des phases d'études approfondies de vulnérabilité. Je vais citer 2 études importantes dans lesquelles on travaille. Une étude de vulnérabilité du réseau routier national, portée par le ministère, la DGITM, à laquelle on a participé, puis également une démarche en région sud, région pilote, d'une étude de vulnérabilité des systèmes de transport. Ces 2 études-là restent des études macroscopiques. Maintenant, nous, sur Autoroute, on est rentré sur des études dites approfondies avec les services de l'État, où là, on en est à étudier la faisabilité de 2 types de mesures. Des mesures dites incrémentales. Je viens renforcer un remblai autoroutier pour lui permettre de résister. Je viens rajouter un ouvrage de décharge pour permettre à l'eau de passer. Voire des mesures de transformation. Actuellement, j'ai une succession de petits ouvrages hydrauliques dans une zone. Je pressens, en ayant fait tourner un grand nombre de scénarios, que demain, ils sont en risque. Je transforme en un grand viaduc. Et là, on parle de mesures de transformation. Ce qui est intéressant de noter sur ces sujets-là, c'est qu'on est sur des sujets à la fois d'infrastructure, mais aussi des sujets de territoire. Et c'est aussi le sens des politiques publiques qu'on appelle de GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et protection des inondations. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire là peut contribuer à la prévention des inondations sur les territoires. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ces sujets. Et donc, je m'excuse encore à nouveau pour pas pouvoir entrer dans le détail des algorithmes qui ont été utilisés, mais le principe qui avait été mis en place, c'était donc d'utiliser les algorithmes de deep learning pour créer un modèle réduit, plus rapide, et pouvoir injecter un maximum de courbes de pluie, utiliser donc ce qu'on appelle des PIN, donc ces algorithmes basés sur des lois physiques pour entraîner le modèle. Une fois le modèle entraîné, c'est un peu la première présentation qui a été évoquée ce matin, permettre un gain de temps pour intégrer un très grand nombre de scénarios. Et ça, c'est particulièrement important, et c'est un peu ce projet, Sofiane voulait vous en parler, c'est un projet européen. Là, on a parlé des infrastructures sur la manière d'identifier des secteurs ou réaliser des
projets d'adaptation. Mais en attendant de les réaliser, ou en parallèle, il est aussi intéressant de pouvoir réutiliser cette puissance de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction en temps réel. Et ça, c'était vraiment le sujet de ce programme européen qui est monté avec un grand nombre de partenaires, dont le CEREMA, qui est basé justement sur cette puissance de calcul pour, à partir d'images radar, de scénarios météo à quelques heures près, simuler concrètement des phénomènes météo, déclenchement d'alerte et protection civile. Et donc là, Sofiane avait prévu de vous montrer à partir de ce couplage d'algorithmes qui couplent des modèles hydrauliques et des lois physiques, un petit peu le calage qu'ils ont obtenu avec les partenaires. C'est un projet européen, les universitaires espagnols et le CEREMA qui travaillent et qui sont en phase d'avancement sur, justement, là vous aviez un petit peu la prédiction, la réalité, la confrontation finalement, l'étalonnage de ce qu'ils ont pu essayer de faire. Voilà pour une illustration d'un des sujets environnement qui nous occupe et sur lesquels il y a beaucoup encore à faire. Merci. Merci beaucoup Cédric. On passe maintenant la parole à Patrick Stella qui représente AgroParisTech au sein du comité de pilotage du Lab Recherche Environnement. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc je me présente Patrick Stella, donc je suis coporteur du lab avec Erwan Persson ici présent. Donc même s'il n'y a que mon nom qui a été affiché, on a fait cette présentation à deux. Et c'est assez compliqué pour nous de parler d'IA pour une simple et bonne raison, c'est qu'actuellement c'est quelque chose dont on ne traite pas forcément, pas parce qu'on ne sait pas, mais on a besoin de faire une pause. En fait, l'IA, par rapport à toutes les présentations qui sont passées, l'actualité, on a tous l'impression que c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est très actualité. Mais en fait, en sciences de l'environnement ou en biodiversité, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 20 ans. 20 ans, et je vous donne quelques exemples. Je pense que vous connaissez peut-être certaines applications qui sont très très largement diffusées et démocratisées. Alors j'en donne deux. PlanteNet, un outil très sympa, on prend son téléphone, on met une petite photo d'une plante, et puis en fonction de où on est, ça nous donne des suggestions avec une probabilité plus ou moins importante que ce soit bien celle-là. Mais il y en a d'autres qui existent, typiquement l'application BirdNet, pour ceux qui auraient plutôt des velléités de travailler sur la faune et pas sur la flore, et qui sont des outils très grand public. Pas besoin d'être connaisseur pour trouver c'est quoi cette plante, c'est quoi cet arbre, et pourquoi pas contribuer également à la recherche. Je vais y revenir un peu juste après. Alors concrètement, ces applications-là, comment elles marchent? Elles sont basées sur l'IA. Encore une fois, elles sont présentes depuis 20 ans. L'utilisateur lambda, il va prendre une photo et ça va fournir énormément de données pour entraîner un modèle d'IA qui est basé sur du deep learning. Et puis, ça va alimenter systématiquement une base de données pour de l'utilisation future, pour des données d'apprentissage pour notre IA, qui sont quand même contrôlées par des experts. Donc concrètement, si vous identifiez ici une espèce sud-américaine, il y a probablement une erreur. Donc un expert, heureusement, sera là. Et de ce point de vue-là, l'IA est très intéressante puisque, en tant que recherche, production de savoir, un des nerfs de la guerre est la fourniture de données. Et ces modèles-là, à travers un outil presque de divertissement, on a accès à un nombre incalculable de données qui vont servir à la fois à entraîner les modèles d'IA, mais aussi à comprendre certains éléments fondamentaux, notamment en écologie des populations, en écologie des communautés, en lien avec le changement climatique, etc., etc. On a accès à énormément de données de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, l'IA, elle permet déjà, au moins en sciences de l'environnement, beaucoup de choses. Elle va permettre de détecter des individus dans leur environnement, de compter et de mesurer ces populations, animales ou végétales en ce qui nous concerne, mais ça peut faire autre chose, d'identifier ces espèces-là et de caractériser des comportements ou des usages du sol. Excusez-moi. Aujourd'hui, au final, si on résume un peu, l'IA, elle permet de l'observation de gros volumes et de produire de la donnée quasi expérimentale. Mais aujourd'hui, on a besoin de faire une petite pause. Alors,
je l'ai mis avec un point d'interrogation dans ce slide, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, voire même déterminants, c'est prédire. Alors, je pense qu'on en a entendu parler au cours des présentations précédentes. On veut essayer de prédire le comportement énergétique d'un bâtiment. On en reparlera dans la présentation d'après. On veut prédire des flux de trafic, ce genre de choses-là. Nous, en ce qui nous concerne, on essaye de prédire le climat, tendance réchauffement climatique, la météo ou d'autres effets microclimatiques. Prédire, c'est jamais un problème. Ça, qualitativement, on est d'accord. Les températures globales, donc ça c'est le premier graphe, vont augmenter. Ça, on le sait. Mais de combien ? Comme vous voyez là sur ce graphe-là, ce sont les modèles de prédiction climatique. Il y a plusieurs courbes, chacune correspondant non seulement à un scénario en fonction de la démographie, etc., mais aussi d'un modèle existant. On essaye de prédire la météo, typiquement pour la problématique présentée avant. Ça, c'est ce qu'il y a au milieu. Là, vous avez 2 modèles météo qui ont tourné sur des précipitations de pluie, donc qui donnent globalement la même chose. Il va pleuvoir, mais combien, où exactement ? On a besoin de raffiner ça pour pas mal de problématiques. Et puis le dernier exemple que j'ai mis, c'est un exemple qui nous intéresse au sein du Lab Recherche Environnement, qui est la prédiction de l'îlot de chaleur urbain, donc qui est également un phénomène d'actualité et dont le lab s'est emparé depuis maintenant plusieurs années. Donc là, il y a plein de boîtes de graphes, mais en gros, sur chaque graphe, vous avez un modèle qui a tourné. Et donc vous voyez bien, on sait qu'il y a un phénomène d'îlot de chaleur urbain, mais par contre, il n'y a pas 2 modèles qui vont donner la même chose aujourd'hui. Donc globalement, on arrive à estimer les grandes tendances, mais elles restent encore assez imprécises. Et c'est ce besoin de précision-là, aujourd'hui, qu'on a besoin de résoudre, d'améliorer, pour ensuite se saisir de l'IA. Donc ces modèles, ils nécessitent encore du développement qui va passer par l'intégration de nombreux processus. Alors, dans les sciences de l'environnement, ça va être des processus physiques pour le climat, biologiques pour le rôle de la végétalisation, l'utilisation des terres, etc. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on prenne le temps de comprendre ces processus. Et là, on a peut-être un petit inertie de la recherche qui met toujours un peu de temps. Donc, c'est un travail qui est extrêmement incrémentiel. Donc là, je vous prends l'exemple du modèle TEB, donc qui touche à un sujet, encore une fois, qui est au cœur du Lab Recherche Environnement, qui touche à la modélisation du microclimat urbain. Donc c'est un processus incrémentiel, initialement développé en 2000, donc c'est le modèle historique de Météo France pour prédire le microclimat en zone urbaine, donc où on a commencé à juste mettre des zones artificialisées, des surfaces artificialisées de façon très simple au début des années 2000. Et seulement 10 ans plus tard, on s'est intéressé à la végétalisation. 2020, première intégration d'une première structure 3D de la végétation. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer des choses qu'on ne connaît pas bien, qui sont les interactions, clairement, entre végétation et microclimat. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, d'ingénierie, d'attente de l'opérationnel, de l'urbain, d'avoir plus de végétalisation en ville, la notion de service écosystémique, etc. Donc là, on a besoin de produire du savoir. On en est là actuellement. Donc ça, c'est une thèse qui est financée par le Lab Recherche Environnement, qui est actuellement en fin de première année, donc qui va essayer de fournir des éléments pour aboutir à cette problématique-là, à cette augmentation de la précision, tout du moins, des modèles. Et au final, la question qui va se poser et qui se posera très très vite, c'est l'opportunité pour l'opérationnalité en recherche de l'environnement, de l'intégration de l'IA. Et ça, aujourd'hui, il y a un double enjeu pour l'opérationnel. Alors, moi, je ne suis pas opérationnel, je ne suis que chercheur ou enseignant-chercheur. Mais aujourd'hui, il y a toujours un problème entre précision, complexité, temps de calcul. Donc, sur ce graphique-là, sont représentés uniquement la relation précision du modèle, donc c'est l'axe erreur sur l'axe des Y, versus complexité du modèle. Donc, globalement, les modèles qui sont développés sans trop connaître tous les processus sont peu complexes, donc peu précis. Et on a des modèles qui sont très très complexes, qui vont intégrer plein de processus. Et c'est souvent là où se positionnent les modèles de recherche. Ils sont souvent très très complexes. Le chercheur a envie d'avoir toujours plein d'infos dedans, mais il peut être imprécis. Et l'idée, c'est de trouver l'optimum qui est indiqué, là où le modèle il est suffisamment complexe, mais pas trop,
pour être suffisamment précis par rapport aux problématiques que l'on peut avoir de prédiction ou d'ingénierie. Et bien sûr, plus un modèle est complexe, plus il est gourmand en temps de calcul, donc ça permet aussi de trouver ce compromis. Donc l'IA, elle peut nous aider à atteindre ce compromis-là, notamment en simplifiant les modèles recherche pour les rendre plus rapides, plus précis et surtout plus opérationnels. Alors ça, il y a des éléments qui existent, ce sont les modèles de substitution. Donc pour cette partie-là, je remercie Nomena, qui est recruté chez nous en tant qu'ingénieur de recherche, pour m'avoir aidé sur cette diapo. Donc l'idée de ces modèles de substitution, hein, c'est à partir d'un modèle recherche qui est bien complexe, avec plein de paramètres, d'identifier quelques paramètres clés, et de permettre de le simplifier pour diminuer à la fois les temps de calcul et de revenir sur cette courbe où on trouve l'optimum pour l'opérationnel. Et puis, l'autre enjeu pour l'opérationnel, il nous semble, c'est d'avoir des outils clés en main. Donc ça, on a tenté, nous, à une époque, au sein de travaux qu'on a menés au sein du lab, de fournir des ABAC, donc de température et de rôle de la végétalisation pour atténuer l'îlot de chaleur urbain, aux opérationnels dans le cadre du lab recherche environnement. Alors ça, on a essayé de faire un arbre de décision, et puis quand on prenait tout en même temps, c'était un peu impossible à réaliser. On a estimé que si on voulait tout tester, il fallait qu'on réalise 10 puissance 39 simulations. Donc on a dû faire des choix à ce moment-là, et des choix qui nous ont permis d'établir quelques ABAC, donc qui sont représentés ici. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais ici vous avez le potentiel de refroidissement de la végétalisation urbaine en fonction de la quantité de végétation que vous mettez. Alors, ça, c'est des outils qui peuvent être donnés clé en main à l'opérationnel dans son schéma d'aménagement sur une ville durable, etc. L'objectif, c'est de gagner 0,5, 1, 2 degrés. Voilà, donc il a un premier élément. Donc ça, sans IA, on a dû faire nous des choix sur les paramètres à regarder, à estimer, mais l'IA va pouvoir également nous permettre de sélectionner plus efficacement et de façon peut-être plus robuste, avec moins d'a priori, des éléments comme ça. Donc pour conclure, parce que ça clignote en rouge également, l'idée, c'est que l'IA, à notre sens, sera un assistant et non pas quelque chose qui va nous remplacer. Donc ça a été également dit. L'idée, c'est de faire plus vite, mais la confiance n'excluant pas le contrôle, c'est tout en vérifiant. Et puis, ça va aussi nous aider à transférer nos travaux, nos modèles, nos connaissances vers l'opérationnel pour avoir plus d'opérationnalité et de mener beaucoup plus de recherche-action dans le futur. Donc l'idée, c'est encore une fois l'IA, un assistant pour trouver le meilleur compromis, et puis il y a certainement encore de nombreuses potentialités qu'on n'a pas encore explorées. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'avenir, sur la prochaine option d'AgroParisTech? Il y a une question de Nathalie, juste ici. Parce que j'invite en général les participants à se présenter avant de poser leurs questions. Bonjour, je suis Nathalie Martin-Sorvillo, je m'occupe d'innovation chez Vinci Concessions, donc sur la partie aéroport infrastructure. On est en effet en train de travailler sur l'IA pour mieux comprendre la qualité des sols et aussi la végétation. On commence aussi à regarder tout ce qui est captation de CO2 justement par ce type de végétation. Je vois Cédric Quioche, on est vraiment en démarrage, c'est de l'exploration. Mais vous, qu'est-ce que vous percevez? C'est-à-dire quelles sont les tendances justement en recherche que vous êtes en train de percevoir, qui sont en train d'être regardées peut-être par d'autres labs sur ces sujets de biodiversité? Nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on se cantonne à ça sur nos empreintes. Mais voilà, on est preneur de vos retours là-dessus de la recherche. Alors, j'ai combien de temps pour donner une réponse? Aujourd'hui, les enjeux sont clairement de maintenir ou de conserver la biodiversité existante, dans la mesure du possible, l'augmenter, mais sous plusieurs, qui sont les changements climatiques et le changement d'occupation des surfaces. Donc c'est ça les enjeux. Aujourd'hui, des solutions, elles existent. On en a plein.
C'est pas compliqué, hein. Elles sont identifiées depuis 20, 30 ans. Il faut couper les émissions de CO2, il faut maintenir les espaces naturels. Tout ça, on le sait. Maintenant, je vais me permettre de donner un avis personnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de trouver le compromis. Donc là, j'ai parlé de compromis de temps de calcul, etc. Mais c'est le compromis entre un développement économique, social, sociétal, voilà. Tout un chacun est d'accord pour dire le réchauffement climatique, c'est pas bien, il faudrait faire quelque chose. Par contre, jusqu'au moment où on nous dit faut couper l'électricité, donc vous ne rechargez plus votre smartphone, etc. Donc la tendance aujourd'hui, c'est trouver ce compromis-là qui permette de satisfaire tout le monde en maintenant des objectifs ou en atteignant des objectifs. Et sur un sujet qui nous touche particulièrement, en tout cas Erwan et moi, sur lequel on est plutôt spécialiste, qui est l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain, on est tous d'accord pour dire qu'il faut mettre des arbres en ville, jusqu'au jour où on nous dit on supprime les places de parking pour pouvoir les mettre, ça c'est une chose. Mais encore une fois, sur ça, la végétalisation n'est qu'une solution. Alors j'espère que je ne choquerai pas trop mon directeur qui est là en disant ça, mais il y en a d'autres solutions. Il y a mes collègues de l'école des mines, de l'école des ponts qui travaillent sur ces solutions-là, des solutions tech. Mais l'une ne peut pas aller sans l'autre. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut mettre moins d'arbres et un peu de clim. Et puis mettre un arbre, s'il n'y a pas d'eau, ça n'a aucun intérêt. Donc dans ce cas-là, aucun intérêt d'avoir recours à des solutions de végétalisation, vaut peut-être mieux avoir recours à des solutions technologiques. Donc l'IA, je pense qu'elle nous aidera à trouver ça. Peut-être, est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, la main se lève. Présentez-vous, même si certains vous connaissent. Fabien Laurent, CIRED, École des Ponts. Plutôt une question pour Monsieur de Vinci Autoroute pour savoir si ces épisodes pluvieux, en particulier les pics, là, les flashs, quand même, comment est-ce que ça incite peut-être à concevoir les nouvelles autoroutes? Oui, peut-être la question des remblais, des choses comme ça. Comment... Oui, ben, directement. Hein, je vous ai parlé de deux types de mesures, incrémentales, dans les termes un peu consacrés, et transformation. Et il y a bien deux niveaux d'action. Il y a celui des nouveaux projets, et déjà j'ai un exemple en tête sur un projet montpelliérain, projet qui avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique sur la base d'un avant-projet avec une configuration d'ouvrage qui était en fait une juxtaposition d'ouvrages hydrauliques, mais qui, à notre sens, lorsqu'on a repris le sujet, on a fait tourner encore des modèles, nous a amené à proposer en lieu et place un viaduc de 272 mètres de long précisément et qui surtout permettait d'élever le tirant d'air, donc d'offrir un gain, une sécurité supplémentaire en phase d'exploitation, mais qui en fait avait beaucoup de co-bénéfices sur l'intégration de l'infrastructure, sur la possibilité aussi de contribuer à la prévention des inondations pour le village qui était situé en aval hydraulique. Donc ça, voilà, ça joue sur la manière de concevoir très clairement, et il faudra marcher sur ces deux jambes, la conception des nouveaux projets, et c'est là le gros challenge, la modernisation, puisque ni plus ni moins, c'est un besoin comme un autre de modernisation des infrastructures existantes. Et c'est là qu'il y a aussi... Et sur la modernisation, juste, est-ce qu'il y a une espèce de démarche d'inventaire systématique le long du réseau pour voir quels besoins on aurait? Justement, ces études, hein, je vous ai parlé de TRAC, trajectoire de référence d'adaptation. Je vais vous parler maintenant du PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique, pour lequel Vinci est contributeur. Et pour la partie donc, concession Vinci Autoroute, on s'inscrit avec une étude macroscopique pilotée par le ministère de la DGITM, dont on est partenaire. Et puis maintenant, nous, dans le cadre du PNAC, nous avons initié un programme qui va nous occuper pour les prochaines années sur les réseaux de Vinci Autoroute pour étudier réellement la faisabilité et être en capacité de proposer justement concrètement des travaux de modernisation, encore une fois, du réseau. Donc ça devient très concret. Merci à tous les deux, on peut les applaudir à nouveau.